Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, votre fenêtre sur le monde culturel bibliothèque. C'est bien sûr la rencontre avec le monde culturel et le monde des intellectuels. Et tout d'abord, nous devons prendre une petite pause. Après cela, on va se rencontrer. Donc, chers téléspectateurs, et cette fois-ci, nous devons jeter la lumière sur cette œuvre qui s'appelle « Moi et l'autre » ou même l'autre, c'est moi. Et avant de discuter avec plus de précision les grands thèmes et les grandes idées de cette œuvre, je dois vous laisser avec un tout petit reportage qui va vous donner un aperçu sur les grandes lignes de cette œuvre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, L'unité nationale est l'un des fondements de cette nation. C'est aussi l'une des bases de son développement et de son progrès. Elle est la preuve de la cohésion entre la population et sa direction. L'unité nationale nous montre l'union des membres de cette communauté depuis les jusqu'à nos jours. L'unité nationale joue un rôle moteur dans la sécurité, la fourniture d'une vie économique honorable et la diffusion de l'amour parmi les fils de la nation. Le concept d'unité nationale se définit comme étant l'adhésion d'un groupe de personnes à la religion, à l'économie et à l'histoire d'une société. Ce groupe vit à un seul endroit et sous la bannière d'un seul pouvoir. Parmi les principes de l'unité nationale, il y a le fait de répandre l'amour et l'intimité entre les fils de la patrie, renoncer à la violence et à la discorde et propager le message de la tolérance et de la solidarité. Ces principes sont requis par les membres de la société, jeunes et vieux. Nous devons transmettre le message de la tolérance et élargir le dialogue parmi nous en tant qu'individus et groupes. Nous devons également faire sentir à nos enfants que la patrie est la nôtre, parce que celui qui vit sur son territoire contribue à bâtir sa civilisation et interagit avec la communauté. Chacun de nous a des droits et des devoirs. La participation du citoyen au développement de sa patrie, la préservation de sa stabilité et de ses réalisations, ainsi que l'amour du citoyen pour les membres de sa patrie, sa direction et ses érudits est l'un des facteurs importants de l'unité nationale. Le patriotisme du citoyen apparaît clairement à travers son souci de réaliser la sécurité intellectuelle, économique, sociale et son grand rôle dans la diffusion de l'amitié entre les membres de la société. Protéger la construction interne de ceux qui essayent de la détruire ou de l'entraver est le devoir de chaque individu. C'est que la patrie appartient à tout le monde. Sa protection ne se limite pas seulement à l'agent de sécurité, mais chaque citoyen doit être un agent de sécurité pour protéger notre front. Parmi les éléments de l'unité nationale figure aussi l'amour de la patrie. C'est un amour naturel. Personne ne peut être surpris qu'un citoyen soit fier de son patrie. Pourquoi serait-on surpris alors que la patrie est pour le citoyen une source de bonheur, de joie et de stabilité ? L'amour que nous vouons à notre patrie est différent de celui de toutes les autres patries. La raison est bien évidente pour tous ceux qui cherchent la vérité de la connaissance. Développer l'unité nationale dans les esprits de nos enfants se fera à travers un certain nombre de canaux, dont le plus important est l'école, pour le biais des programmes suivants. Les manuels scolaires, en y incluant un plus grand nombre de poèmes patriotiques et de dictions appartenant aux grands hommes de ce pays. Il faut également mettre l'accent sur les réalisations de cette patrie et accroître l'utilisation de certains mots comme la patrie, l'unité nationale, ainsi que les dévouements à la patrie. Les activités estudiantines
en établissant un certain nombre de valeurs nationales et en les incluant aux activités annuelles à travers les concours, les pièces de théâtre et les excursions. Les enseignants font les efforts appréciés pour enraciner le concept de l'unité nationale dans les esprits des étudiants. Mais ces jours-ci, nous avons besoin de doubler les efforts visant à développer l'amour de la patrie et mettre l'accent sur les réalisations du pays et le rôle des étudiants dans le développement de leur patrie. Les médias écrits et audiovisuels sont parmi les outils les plus importants et les plus influents dans le développement du patriotisme de l'unité nationale. C'est pour cette raison qu'il faut élaborer de nouvelles émissions de télévision en choisissant les messages appropriés pour les téléspectateurs, multiplier les talk-shows basés sur la jeunesse en montrant le rôle dans la vie et le rôle envers leur pays. Il faut aussi élaborer des émissions illustrant le rôle de l'étudiant à l'égard de son pays dans les domaines sécuritaires, intellectuels et sociaux. La famille doit jouer un rôle majeur dans le développement de l'unité nationale chez les enfants. C'est l'un des éléments les plus importants de l'unité nationale sur lequel tout le monde travaille. Maintenant, chers téléspectateurs, nous devons discuter cette œuvre encore une fois. Je dois vous rappeler, c'est cette œuvre intitulée « L'autre, c'est moi » avec deux de nos chers invités. Premièrement, à côté de moi, c'est M. Ibrahim Saadine, c'est un spécialiste dans le domaine de la civilisation, de l'histoire. Vous êtes le bienvenu sur Net TV International. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et deuxièmement, c'est M. le docteur Wael Fouad, notre cher invité, notre invité de marque. Le spécialiste non seulement dans le domaine de l'économie ou de politique, mais avec plus de précision, vous êtes spécialiste dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de développement humain. Vous avez fait une remarque très surprenante pour la campagne française de Napoléon Bonaparte. Quand les Français, militaires et scientifiques, sont arrivés ici en Égypte, ils ont découvert que les Coptes vivaient en harmonie, en coopération, en amour avec les autres musulmans. Et les Coptes ont refusé de même aider les Français pendant leur campagne militaire ici en Égypte. Et donc, c'est une remarque qui tire ce qu'on vit actuellement, ce qu'on dit actuellement à propos de la culture de tolérance et de l'harmonisation entre les différentes parties de la société égyptienne, c'est ne pas seulement quelques paroles qu'on essaye de révéler, mais c'est une remarque faite même par les Français dans des siècles passés. Oui, c'est vrai, parce qu'on vit en paix avec les musulmans, avec nos confrères, nos concitoyens. Nous sommes des partenaires vivant sur une même terre, adorant un seul Dieu, un même Dieu. Il n'y a pas de différence et il n'y a pas lieu de laisser passer les ingérences étrangères. On ne demande pas l'aide des étrangers pour résoudre nos propres problèmes. Et ceci a eu lieu il y a des années aussi, il y a des siècles aussi, si on se rappelle dans l'histoire même de l'Égypte. On va trouver que même si les Juifs ont essayé pour un certain temps de jouer sur la relation entre les chrétiens et les musulmans, oui. Et on n'a pas pu faire grand-chose. Ça m'a été mal tourné contre eux et ça a été bien tourné pour les chrétiens. Oui. En fait, cette œuvre est même composée et rédigée par quelques religieux, musulmans et chrétiens, je crois, les deux, ou c'est seulement des chrétiens? Les deux. Les deux. Oui. Et il s'avère que les principes et les idées contenues dans cette œuvre, ce ne sont pas seulement des principes religieux, mais aussi des principes égyptiens et humains. Humains. Et bien sûr, les Égyptiens sont les grands ancêtres de l'humanisme. Oui, l'humanisme, bien sûr. C'est pourquoi on trouve qu'il y a quelques principes très importants. Par exemple, dans la force et la richesse des autres, c'est
ma richesse, ma force. Bien sûr. C'est-à-dire, si les autres sont riches, c'est tout à fait bien, non seulement pour lui, mais aussi pour moi-même. Bien sûr que oui, mais la richesse ici, la richesse concernée, c'est la richesse spirituelle et culturelle. Si vous jetez un petit coup d'œil sur, par exemple, la richesse culturelle musulmane, et vous vraiment regardez bien les détails, vous allez trouver votre frère le copte. Par exemple, la création des minarets dans les mosquées, ça c'est une création égyptienne qui a été faite par d'influence copte. Parce que nous n'avons pas de principe en islam, titre d'exemple, d'avoir un bâtiment pour l'utiliser afin de passer le message de commencement de la prière, ou préciser le lieu de la prière, Oui. le lieu de culte. Mais nous avons dans le patrimoine égyptien copte le tour de l'église, le clocher. Le clocher, ça existe puisque l'agglomération copte en Égypte était vraiment énorme. La population était plus large que la population à Médine, par exemple. Donc, il a fallu avoir un moyen pour faire l'appel à la prière et aussi préciser l'heure de la prière par la cloche sur un tour. Chez nous, en islam, nous n'avions pas le principe à Médine. Mais quand on était arrivé en Égypte, on a une ville très vaste. C'est pourquoi on a dû utiliser les moyens disponibles sur place dans la culture locale, qui est la culture copte, pour faire passer le message de l'appel à la prière par l'usage de mêmes moyens utilisés par les coptes. Et d'ici commence à apparaître la tour ou al-manara, le lieu de la lumière. Et à cette époque, à l'époque médiévale, on mettait des lumières sur le dos de ce bâtiment. C'est pourquoi c'était comme un phare. C'est pourquoi on l'avait appelé al-manara, le minaret. Et c'est le même nom qui vient de pharos, fanar. Phare, c'est la lumière aussi. Donc c'est un lieu pour préciser avec la lumière qui est l'esprit divin qui éclaircit l'intérieur de lieux de culte par la lumière vient dans le cadre de l'islam de la part de la religion copte. Chez les coptes, si vous pensez bien, vous allez trouver que le même principe vient de la culture de l'Égypte ancienne. Il fallait préciser le lieu de culte des dieux par un bâtiment haut. C'est exactement le même rôle de l'obélisque. Et ça a été mentionné dans le livre de 5 piliers de la personnalité égyptienne de Melat Hanna. حرية كبيرة في بلد الأمان وأنا جوه الكنيسة أنا بسمع أذان حرية كبيرة في بلد الأمان وأنا جوه الكنيسة أنا بسمع أذان مفيش إكراه يا ناس عندنا في الدين للناس المسارة نصارى ومسلمين مفيش إكراه يا ناس عندنا في الدين للناس المسارة نصارى ومسلمين في عيد الميلاد العيد المجيد محدش في بلدي بيبقى وحيد في عيد الميلاد العيد المجيد محدش في بلدي بيبقى وحيد مسلم ومسيحي اللي اتقسموا 6 أكتوبر يوم صنعوا عمر الأخ ما يقتل أخوه مبدأ عندنا عمره ما هيضيع الدين لله وبلدنا للجميع دي مصر الجوامع وكنايس المسيح
fond, l'un des principes de cette œuvre, c'est le bonheur, la stabilité et la sécurité de nous-mêmes est tout à fait, ou de soi-même, est tout à fait relié très étroitement avec le bonheur, la sécurité, la sûreté et la stabilité de l'autre. Oui, c'est un choix humain. Je peux vivre en paix avec tout mon entourage. Je peux être ou bien être en compétition, en concurrence avec l'autre. Et c'est un choix. Ce choix est là. Ce choix, c'est entre les fans du club Ahli ou du club Zamalek, les fans de tel chanteur ou tel chanteur, de tel chanteur. Si dans le monde entier, on dit voilà que le principe humain très respectable et très important, aimez-vous les uns les autres par rapport à M. Charles Narabour ou bien Mireille Mathieu lorsqu'elle chante aussi des chansons pareilles. Donc c'est une nécessité humaine. Et ils ont lancé ce choix, ils ont décidé de faire ce choix qu'on doit aimez-vous les uns les autres. Et on a commencé par les enfants, tendez vos mains meurtries, tendez vos mains ensemble. Donc on va faire un cercle, on a besoin de l'autre. Oui. Et puis, il y a de l'autre côté, même au niveau de la littérature, il y a les existentialistes qui ont parlé aussi de la solitude. Et c'est une angoisse humaine très mauvaise, très frappante, très douloureuse, qui fait trop souffrir. Et on souffre parce que je suis seul. Pourquoi tu as choisi d'être seul? Tu as besoin d'un autre. Et l'autre, tu choisis. Est-ce que c'est votre partenaire ou bien l'autre, c'est votre ennemi? Oui. Donc, le message humain principal, le message divin principal, c'est l'autre est très important pour toi et pour moi, et c'est à moi de choisir. Est-ce que je le rends ennemi ou bien je le rends ami? Oui. Bien sûr, peut-être notre parole ou notre discussion, c'est un peu bizarre parce que aujourd'hui, on essaye de savoir comment nous pouvons être aimés ou nous pouvons aimer, tolérer ou être tolérés. Dans les médias, on essaie toujours de comment... souligner les différences. Oui, ce n'est pas seulement souligner les différences, mais comment nous pouvons être les ennemis de l'autre. Comment nous devons faire des tactiques et des stratégies afin d'attaquer l'autre. Et comment prendre notre défense contre l'autre. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait comment faire une sorte de cohérence, une sorte d'amour entre l'humanité toute entière. Et en fait, toujours à partir... Vous voulez... Oui, en principe, si je m'accepte, si je m'aime, si je suis en réconciliation avec moi-même, j'arrive à prendre tous les autres et à accepter leurs défauts, leurs faiblesses, parce que j'ai accepté moi-même mes défauts et mes faiblesses. Oui. Je commence à les traiter d'une autre manière parce que j'ai commencé à me traiter d'une autre manière. J'essaye de voir les points négatifs et les points positifs, mais je souligne et j'agrandis et j'amplifie les points positifs parce que j'ai essayé avec moi-même de me trouver, je suis en chair et en os, je suis un être humain très faible, donc je dois, autant que je m'aime, autant que je m'accepte, autant que je me respecte, autant que je m'encourage, je peux encourager, respecter et trouver les points positifs dans les autres. Si je suis en train de me dédaigner, de me rejeter, de me maltraiter, donc je passe dans des autres cercles, je trouve tous les autres gens comme moi. Parce que comme ça, pour quelle raison telle ou telle personne devant moi ou bien dans un autre endroit est meilleure que moi? Oui. Je suis déchu. Oui, nous sommes tous des êtres déchus. C'est normal. Mais il y a une espérance dans la vie. Et Dieu même a accepté ces êtres déchus. Actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous avec une œuvre, bien sûr, choisie par l'un de nos invités. Donc, je dois vous laisser avec cet invité de marque.
على أساس نقدر نتكلم عليه وهو كتاب ثقافي لمخرجه مؤلف الكتاب اللي هو الأستاذ السيناريست محمد السيد، كاتب معروف، وهو بيتكلم واختاره على اسم مصر أرض الأنبياء. هذا الكتاب Aujourd'hui, nous avons choisi un livre et nous allons l'aborder. C'est un livre culturel écrit par le grand scénariste Mohammed El Saïd. Il lui a choisi le nom l'Égypte, terre des prophètes. Ce livre que nous abordons aujourd'hui est dédié à la jeunesse. Il retrace l'histoire des prophètes qui ont visité l'Égypte à travers les époques. L'Égypte est un pays apprécié et aimé par Allah le Tout-Puissant. Allah a recommandé aux prophètes de prendre soin de l'Égypte. Nous remarquons que l'Égypte a témoigné de la venue de plusieurs prophètes à travers les époques. Abraham l'a visité avec son épouse et nous avons vu comment les rois d'Égypte ont réservé un accueil chaleureux au prophète Abraham. À l'époque, l'Égypte était gouvernée par des titans. Ces derniers sont mentionnés dans le Saint-Coran. Mais Dieu a jeté l'amitié dans les cœurs de ces rois et ils les ont accueillis chaleureusement. Le prophète Abraham et son épouse Hajar, qui est la mère des Arabes à cette époque des prophètes. Le prophète Youssef a vécu en Égypte dans un environnement amical. En commençant le livre, l'auteur a posé une question tout en s'étonnant. Il a dit « Comment l'Égypte n'a pu disparaître malgré la présence de grands empires comme l'Empire perse et l'Empire romain ? Ces grands empires ont disparu, mais l'Égypte est restée parce que Dieu a pris soin d'elle. » Il y a aussi le voyage sacré du prophète Jésus avec sa mère Marie lorsqu'ils sont passés par l'Égypte. Selon les livres, ce voyage a duré 3 ans. Tout le monde aimait cette terre, c'est pourquoi elle est riche. L'écrivain du livre s'étonne, parce qu'en dépit du fait que tous ces prophètes ont vécu sur cette terre, certains jeunes la détestent, ou bien n'ont aucune idée de sa splendeur et du fait que les prophètes les recommandaient. Selon notre livre, Ibn Wasif Shah avait rédigé un livre sur l'Égypte et ses miracles. Il a abordé un point important. Il a parlé de la civilisation pharaonique et comment cette civilisation du Moyen-Âge avait imaginé l'Égypte. Tout simplement, les étrangers sont venus en Égypte et ont découvert la civilisation pharaonique avec ses pyramides. Des choses loin de l'imagination de n'importe quel être humain. C'est pourquoi ils ont imaginé des mythes. Ibn Wasif les a abordés et a écrit un livre ayant pour titre « Les mythes et les merveilles d'Égypte ». Il a raconté des histoires issues de l'imagination sur la société des pharaons et comment ils ont eu recours au désert. Il n'avait pas de source qui lui affirme cela et comment il était ébloui par cette glorieuse civilisation. Il a commencé à raconter des choses à partir de l'imagination et les auteurs se sont inspirés de ses écrits. Notre écrivain a décrit ce point. Conclusion, ce livre est dédié à toute personne qui aime l'Égypte et surtout les jeunes. La révolution a eu lieu et puisque les jeunes ne prêtent pas attention à l'écriture, ils n'ont pas un fond intellectuel. C'est une invitation à tous les jeunes pour lire sur l'Égypte, pour faire peser en eux son amour. Donc, avant de commencer notre discussion de cette œuvre intitulée L'autre c'est moi, je dois vous inviter à réviser, ou plutôt à savoir les livres ou les œuvres les plus vendues sur le marché égyptien.